l'enregistrement. Donc, à nouveau, bonjour à tous. Bienvenue dans cette autre petite intervention, cette petite classe virtuelle descendante sur cette fois la question de la gestion de l'inaptitude des agents contractuels de droit public. C'est vrai que dans le versant hospitalier, depuis longtemps maintenant, les agents contractuels de droit public ont acquis une place, entre guillemets, quasi permanente, avec un taux qui, en fonction des chiffres, oscille entre 20 et 30% d'agents publics contractuels de droit public, et que se posent de plus en plus des questions qui sont liées à leur gestion, et notamment à leur protection sociale, et à l'articulation des différents régimes et aux process, qui ne sont pas forcément les mêmes que les titulaires. On fait ce webinaire-là, cette classe virtuelle aujourd'hui, puis le prochain, ça sera sur les droits à congé. Donc, on reverra sûrement certaines notions qu'on va voir aujourd'hui, et qui sont importantes pour bien comprendre les modalités de gestion des agents contractuels de droit public. Le programme pour notre petite heure et demie est le suivant. Donc, on va voir dans un premier temps le principe général du droit au reclassement, d'où ça vient, comment ça s'est construit, et qu'est-ce que ça veut dire exactement, comment il s'applique au regard des agents contractuels de droit public. Deuxièmement, la mise en œuvre du reclassement, avec toujours deux questions. Quand est-ce que je me pose la question du reclassement? Quand est-ce que je mets en œuvre le reclassement? Et comment je mets en œuvre mon obligation de moyens, puisqu'on est toujours sur une obligation de moyens. Et vous allez voir que c'est très différent par rapport aux fonctionnaires, pour une raison très simple, c'est que un agent contractuel est recruté, en théorie aujourd'hui encore, par exception, au principe selon lequel un emploi civil permanent est occupé par un agent contractuel de droit public. Donc, on a des différences qui découlent de ce principe, conséquence de ce principe-là. Et puis enfin, troisième point, on verra rapidement les effets du licenciement, les effets qui sont double voire triple. Un, le versement d'une indemnité de licenciement. Deux, une éventuelle inversement d'une incapacité, une ICCP, pardon, d'une indemnité compensatrice de congé payé. Et trois, le chômage, avec la question de la place de l'aptitude, de l'inaptitude dans les modalités d'ouverture de droit aux allocations de retour à l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, en construisant cette intervention, je me suis dit, mais j'ai souvent une question qui, et je l'ai pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu cette question-là, souvent la question de savoir comment j'articule la pension d'invalidité du régime général avec la gestion de l'agent contractuel de droit public. Pour le dire très succinctement, c'est une RH qui me dit l'agent contractuel de droit public qui bénéficie d'une pension d'invalidité du régime général, puis-je le licencier pour une aptitude physique? Voilà, la question, elle a été posée comme ça. La réponse à cette question, d'emblée, c'est non. C'est non. Il y a une indépendance, et je vais y revenir. Je vais y revenir, et c'est lié à la question du régime de protection sociale des agents contractuels. Contrairement aux fonctionnaires à temps complet, puisqu'on a quand même aussi maintenant une nouvelle population chez vous qui sont les fonctionnaires à temps non complet, entre 50 et 70% pour certains types de corps, et qui sont nécessairement au régime général de la sécurité sociale parce qu'ils sont à moins de 28 heures par semaine. Bon. Mais contrairement aux fonctionnaires à temps complet, les agents contractuels de droit public ne sont pas au régime spécial, mais ils sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie, maternité, décès, accident de travail en maladie professionnelle. Donc, on verra les conséquences de tout ça dans la prochaine intervention. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont aussi
affiliés au régime général de la sécurité sociale pour le risque invalidité. Mais attention, l'invalidité des assurés du régime général n'a rien à voir avec l'invalidité des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui se retrouvent inaptes, absolus et définitives à leurs fonctions sans possibilité de reclassement vont être radiés des cadres sur ce motif-là et bénéficier au titre du fait de cette radiation des cadres d'une liquidation anticipée de la pension rémunérant leur service sans condition d'âge au titre de l'invalidité. Donc c'est une liquidation anticipée de la pension de retraite. La pension d'invalidité du fonctionnaire, c'est une pension de retraite. Alors que la pension d'invalidité des assurés du régime général, qui sont versés par l'organisme qui récupère les cotisations et qui verse, c'est-à-dire généralement la caisse primaire d'assurance maladie, elle est versée pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement licencié. Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas parce que je remplis les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général, qui est temporaire, qui est octroyée généralement par des périodes de 6 mois à 5 ans, et qui va être versée jusqu'à l'âge d'ouverture de droit à pension de retraite du régime général. Et la pension d'invalidité va généralement s'arrêter. Il y a des cas où ça peut continuer, notamment si la personne a une activité salariée. Mais sinon, elle s'arrête et à la place, il a une pension de substitution qui est une pension de retraite. Je reviendrai plus en détail la prochaine fois. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est de bien faire attention que ce n'est pas parce qu'un agent a une pension d'invalidité que ça suffit pour considérer qu'il est inapte à ses fonctions. D'ailleurs, quelles sont les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général? J'ai des conditions médicales appréciées par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, qui sont premièrement une perte de capacité de gain de travail d'au moins 2/3, et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie va classer l'agent dans une des 3 catégories d'invalidité, mais ce classement n'a que pour effet de déterminer le montant de la pension d'invalidité dont il va bénéficier. On a l'invalidité de première catégorie. L'invalidité de première catégorie, c'est théoriquement lorsque j'ai une personne qui a une perte de capacité de gain d'au moins 2/3, mais qui est capable aux yeux du médecin conseil de la CEPAM d'avoir une activité salariée. La pension d'invalidité de deuxième catégorie, c'est lorsque quelqu'un a une perte de capacité de gain d'au moins 2/3 et qui, aux yeux du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, est absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Et l'invalidité de troisième catégorie, c'est quelqu'un qui non seulement est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, mais en plus qu'il a besoin d'une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie courante. Du coup, il aura une pension de deuxième catégorie. Alors, je reviendrai la prochaine fois sur le calcul, mais grosso modo, c'est 30% pour la première catégorie du salaire annuel moyen, 50% du salaire annuel moyen des meilleures années pour la deuxième catégorie, et la catégorie 2, donc 50%, plus une majoration de tierce personne qu'on verra qui de facto est forfaitaire, parce qu'elle a un minimum qui est toujours atteint et un maximum qui est inatteignable. Mais on y reviendra la prochaine fois. Alors, c'est vrai que quand on lit ça, on peut se dire, mais enfin, quelqu'un qui est invalide et qui est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, mécaniquement, manifestement, je vais automatiquement le licencier pour une aptitude physique, parce que s'il est incapable d'exercer une profession quelconque, il est inapte à ses fonctions. En fait, non, pas du tout, parce que là, on est sur une appréciation par le médecin conseil de la CEPAM, et absolument pas une appréciation par
les organes d'appréciation médicaux qui, dans la fonction publique pour les agents contractuels, on y viendra, et le médecin agréé. On a tout à fait la possibilité d'avoir un agent contractuel qui a une pension d'invalidité de première, deuxième, voire de troisième catégorie, mais qui peut continuer à exercer son activité professionnelle aux yeux du médecin agréé, notamment une activité professionnelle à temps partiel. Parce que, donc si je résume, le fait de bénéficier d'une pension d'invalidité n'entraîne pas mécaniquement l'inaptitude aux fonctions de l'agent. Par contre, un agent qui bénéficie d'une pension d'invalidité du régime général devient bénéficiaire de l'obligation d'emploi et devenant bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il a le droit à un temps partiel de droit, après avis du médecin du travail, au titre des BO. Et d'ailleurs, à ce titre-là, on peut tout à fait avoir un agent qui a une pension d'invalidité du régime général de première, deuxième et potentiellement de troisième catégorie, qui est inapte à exercer à temps plein, mais qui est apte à exercer à temps partiel. Et dans ce cadre-là, eh bien, il peut tout à fait avoir un temps partiel du coup, de droit, rémunéré à temps partiel par l'employeur, et par ailleurs, percevoir de la caisse primaire d'assurance maladie la pension d'invalidité du régime général de première, deuxième ou de troisième catégorie, ce qui, en matière de maintien dans l'emploi, est un outil vachement adapté, hein, notamment dans le cadre d'un recul de l'âge d'ouverture des droits à pension. Parce que, vous savez, quand on recule l'âge d'ouverture sur des métiers du jeu professionnel, ça se transvase, en fait, ça passe de la retraite à la validité. Dans ce cadre-là, une reprise à temps partiel cumulée avec la pension d'invalidité permet un maintien dans l'emploi qui n'est pas possible pour les fonctionnaires. Puisque pour les fonctionnaires, c'est de l'inaptitude. Je peux pas, j'ai pas de dispositif équivalent de maintien dans l'emploi pour les fonctionnaires qui se retrouvent inaptes à leur fonction. Si vous voulez, je le dis de manière un peu triviale, un fonctionnaire, soit il est apte à travailler, à servir à temps plein, soit il est inapte, point, aux emplois de son grade. Le contractuel, il peut être apte, inapte, voire apte à temps partiel. Et du coup, il peut se retrouver être apte à temps partiel, exercer ses missions à temps partiel, être payé à temps partiel, mais bénéficier de la pension d'invalidité du régime général, lui permettant d'avoir un maintien de rémunération et de continuer à exercer ses missions sans effet trop négatif justement sur sa rémunération. Donc vraiment, ça, c'est pas parce qu'un agent revient avec une pension d'invalidité de première, deuxième, voire de troisième catégorie que je peux le licencier pour inaptitude. Pas du tout. Alors, ceci étant dit, qu'en est-il des origines du reclassement des agents contractuels inaptes à leur fonction? Eh bien, c'est la création d'un principe général du droit. Un principe général du droit qui, vous savez, un principe général du droit, c'est un principe général qui est fixé par le juge et qui est le constat qu'un ensemble de textes, grosso modo, prévoit quelque chose dans un certain temps. Et donc, du coup, en matière de reclassement, eh bien, le juge administratif, dans un arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Meurthe et Moselle du 2 octobre 2002, nous constate qu'il y a un principe général du droit, qui est le résultat des dispositions du Code du travail, des dispositions statutaires concernant les fonctionnaires, que ce principe général du droit entraîne le fait, quand un agent est inapte à ses fonctions de manière définitive, je reviendrai sur le mot définitif, il appartient à l'employeur de le reclasser. Et si jamais il n'arrive pas à le reclasser, de le licencier dans les conditions réglementaires. Donc, on est bien entendu, comme pour les autres types d'obligations de reclassement,
sur une obligation de moyens, mais absolument pas sur une obligation de résultat. L'employeur doit tout faire pour tenter de reclasser l'agent. Simplement, cette obligation de moyens en matière de reclassement pour les agents contractuels a, comme je l'ai dit, pas mal de différences par rapport à l'obligation de reclassement de tentative de reclassement des fonctionnaires. On a depuis cet arrêt de 2002 une construction réglementaire avec une modification du décret 91-155, d'abord en 2016, puis après petit à petit, mais c'est surtout en 2014, 2015, 2016 qu'on a les plus grands changements sur ces questions-là, avec l'introduction de tout un process de reclassement qui est quand même, je dois l'avouer, assez alambiqué et un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais que j'ai essayé de vous présenter sous la forme de schéma. Mais du coup, contrairement à mon habitude, le schéma ne rentre pas dans une seule diapo. Vous allez voir, j'ai besoin de 3 diapos pour faire la procédure de reclassement. Alors déjà, le principe, c'est que ce principe général du droit s'applique que si l'agent veut être reclassé. Donc, contrairement aux fonctionnaires où on a un pseudo-reclassement d'office, je dis pseudo parce que c'est pas vraiment, on n'est pas allé au bout de l'idée du reclassement d'office, mais pour les contractuels, il y a vraiment une idée qu'on ne peut pas imposer un reclassement. Donc, là, déjà, on a 2 éléments qu'on va retrouver dans la procédure. Premier élément, 1, c'est l'inaptitude définitive à occuper son emploi. Et 2, c'est la volonté de l'agent d'être reclassé. C'est les 2 points. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez les fonctionnaires, mis à part le reclassement d'office. Simplement, vous voyez déjà une première différence, c'est que dans le fonctionnaire, on va parler d'inaptitude aux emplois du grade. Alors que le contractuel, on parle de l'inaptitude à occuper son emploi. Parce que, et ça revient intrinsèquement, et on va revenir sur la notion même de contractuel, c'est qu'un contractuel, il est recruté normalement sur un poste. Alors je dis normalement parce que je suis pas né de la dernière pluie, et ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans les établissements publics du versant hospitalier. Dans les faits, les modalités de gestion des agents contractuels sont quand même très proches des modalités de gestion des fonctionnaires, avec une notion qui est une sorte de notion euh, comment dire, d'affectation de l'agent sur des emplois correspondant à ses capacités professionnelles. C'est-à-dire que je vois assez peu de contrats où c'est très clairement indiqué qu'on a un agent qui est recruté en tant qu'aide-soignant sur le poste d'aide-soignant au pôle PFME, dans telles conditions et autres. On a plutôt, il est recruté en tant qu'aide-soignant pour remplacer un tel point. Derrière, après, il va parfois avoir une vie d'affectation proche de celle des fonctionnaires. Ce n'est pas ce qui est prévu par le texte dans le cadre de la procédure et de remplacement. Ce qui est vraiment pensé dans le texte, c'est qu'on a des motifs de recrutement et que chacun de ces motifs de recrutement devrait être lié à un poste. Si je sors de l'aide-soignant et que je parle de l'administratif, je ne recrute pas un agent administratif. Je vais recruter un gestionnaire paye. Je vais recruter un responsable X ou Y. Normalement, je fonctionne comme ça. Ce qui fait que, par rapport aux fonctionnaires, on va parler d'inaptitude et du coup derrière d'éventuels reclassements à partir du moment où mon agent est inapte à occuper son poste et non pas les emplois de son grade. Donc c'est vraiment quelque chose de très très différent. Bon, maintenant qu'on a dit ça, donc inaptitude à son poste et volonté d'être reclassé, la première question qu'on va devoir se poser, c'est quand est-ce qu'on peut se poser la question de l'inaptitude? Quand est-ce qu'on peut se poser la question de l'inaptitude, qui est derrière la question du reclassement qui viendra?
Réglementairement parlant, on va se poser donc la question du reclassement lorsque l'agent se trouve atteint d'une inaptitude physique à occuper, je le dis, son emploi. Et la différence par rapport au fonctionnaire, par exemple, c'est qu'il est inapte de manière définitive. Donc, je me pose la question de l'inaptitude et donc du reclassement. Donc, je me pose la question du reclassement. Lorsque l'agent est inapte à son poste de manière définitive. Ce qui signifie quand même que, avant de constater une inaptitude à son poste, je dois, le cas échéant, me poser la question de la tentative d'aménagement. J'ai un agent qui a des restrictions constatées par le médecin du travail. Je vais devoir, comme pour un fonctionnaire, me poser la question de l'aménagement de son poste avec les mêmes limites que celles du fonctionnaire. On va parler d'aménagement de poste. La question à se poser, c'est est-ce que je peux aménager le poste de l'agent sans trop d'impact sur le service? Donc, on trouve des questions qu'on a sûrement déjà évoquées ensemble, que ce soit dans des classes virtuelles ou des interventions ou des ateliers. Est-ce que le poste est vidé de son contenu? Est-ce que mon agent fait encore une activité qui correspond à sa raison d'être? Professionnelle, bien sûr. Deuxièmement, quel est l'impact de l'aménagement sur le fonctionnement du service? Quel est l'impact et est-ce que cet impact-là, il est disproportionné? Il est disproportionné de manière, est-il disproportionné au regard de, euh, euh, du coût de l'organisation? Et deuxièmement, est-ce qu'il est disproportionné au regard de l'impact sur le travail des collègues? Donc, si je dis, ben voilà, l'agent ne va plus faire les activités les plus physiques, cette activité va nécessairement se reporter sur les collègues. Et donc, les collègues vont être plus exposés au risque. Et dans l'aménagement, que ce soit pour les titulaires ou les contractuels, eh bien, on doit se poser la question de l'impact de cet aménagement sur les risques professionnels des collègues. Je vous rappelle que vous avez une obligation en matière de santé et sécurité au travail, et c'est une obligation que dont je dois tenir compte dans l'aménagement de poste d'un agent contractuel, et en essayant de trouver, entre guillemets, un équilibre entre, d'un côté, mon obligation de moyens d'aménagement de poste, et de l'autre côté, mon obligation en matière de santé, sécurité au travail, concernant l'ensemble des agents de l'établissement. Troisième élément, est-ce que l'aménagement est respectable? Est-ce que l'aménagement est respectable? C'est-à-dire, est-ce que mon agent ne va pas se retrouver dans une situation où il ne puisse pas, de facto, compte tenu de l'organisation du service, respecter cet aménagement? Si j'ai un agent qui revient, qui est soignant et qui revient de congé, ou qui a une restriction du médecin du travail qui dit que cet agent-là ne peut pas manipuler de patient, et que je lui dis, bah, tu manipuleras pas, mais tu distribueras la plate au repas, tu feras une activité qui n'est pas une activité de manipulation de patient, va se poser la question de la possibilité pratique de respecter cet aménagement. Est-ce que mon agent ne va pas se retrouver à un moment ou à un autre dans une situation où, de facto, il ne pourra pas respecter l'aménagement parce que eh bien, la situation fait que il est obligé de manipuler un patient ou de faire un acte qui est contraire aux restrictions. Donc, c'est ça qu'il faut se poser de manière très, très pratique pour aménager le poste et, le cas échéant, constater l'impossible aménagement de poste. Alors, cet aménagement, ce qui est bien, c'est de le structurer, d'avoir des informations nécessaires sur ce que l'agent ne peut pas faire, ou au contraire peut faire, les capacités restantes et les restrictions. Il n'y a aucune limite
sur les différents types d'aménagements qui peuvent être proposés, mais il n'y a aucune limite législative ou réglementaire. La limite essentielle que j'évoquais, c'est-à-dire la modification trop importante des conditions des fonctions de l'agent et le fonctionnement du service. Bien entendu, dans ce cadre-là, hein, la communication, le suivi et la formalisation de l'aménagement sont extrêmement importants. Aménagements qui peuvent prendre la forme, soit d'un aménagement comment dire, matériel, donc matériel, bureau, mobilité, et deuxièmement, les aménagements organisationnels. Donc, du coup, on prend ces modalités et on réfléchit à l'aménagement pour déterminer les droits de l'agent. Alors, est-ce que si je change l'agent d'affectation, si je change le genre de poste, est-ce que c'est un reclassement? Alors déjà, je l'ai dit en préambule, changer l'agent de poste contractuel, prendre l'agent contractuel de droit public et le changer de poste, ça me semble incongru au regard de la réglementation sur les agents contractuels de droit public. Bon, maintenant, dans les faits, il arrive que les employeurs les gèrent, comme je l'ai dit, comme des titulaires avec des affectations. Et le juge considère que lorsque l'employeur change l'agent de poste, mais en ayant le même métier, de manière à le mettre dans un poste correspondant à son métier, mais adapté à ses éventuelles restrictions, eh bien, le juge considère que l'employeur ne procède pas au reclassement de l'intéressé. Un peu comme les fonctionnaires, d'ailleurs, hein, comme les fonctionnaires, aménagement, changement d'affectation, et le reclassement, c'est que lorsque l'agent est inapte aux emplois du grade. Bon, c'est la même logique qui a été retenue par le juge dans cet arrêt de principe. On n'a pas de reclassement et du coup, on pourrait, avant d'aller vers le reclassement, se poser la question de la continuité pour l'agent d'avoir le même métier, mais dans un poste différent, avec des conditions de santé, des conditions d'exercice des fonctions compatibles avec ces restrictions. Alors, donc, on va parler de reclassement à partir du moment où mon agent est inapte de manière définitive à occuper son emploi. Du coup, quand est-ce que je peux apprécier cette inaptitude? Là-dessus, le décret est assez clair. Je vais avoir différents moments. Quand vous avez un agent contractuel de droit public qui est malade ou qui a un accident du travail ou une maladie professionnelle, il vous communique un certificat médical et votre premier boulot, c'est d'apprécier si l'agent a l'ancienneté suffisante pour bénéficier d'un congé rémunéré de la part de l'employeur. Alors, il faut bien comprendre, mais je pense que ça, vous l'avez compris, il faut bien comprendre que je peux très bien avoir un agent qui remplit les conditions pour avoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, parce qu'il a cotisé suffisamment, et on verra la prochaine fois combien de temps, mais pour autant qu'il n'ait pas l'ancienneté pour bénéficier d'un congé rémunéré de la part de l'employeur. Moi, quand je parle de congé rémunéré, je vous parle d'un congé pendant lequel mon agent va bénéficier d'un traitement de la part de son employeur, duquel viendra en déduction les indemnités journalières de sécurité sociale. Et ce droit à congé rémunéré dépend
de l'ancienneté de l'agent dans l'établissement, ancienneté, on le verra, qui est appréciée depuis le premier recrutement dans l'établissement, à partir du moment où il n'y a pas d'interruption entre 2 contrats dans l'établissement, supérieure à 4 mois si elle était volontaire et supérieure à 1 an si elle était involontaire. Alors attention, ces conditions d'appréciation de l'ancienneté ne sont pas les mêmes que celles que j'ai pu rappeler, entre guillemets, dans le tableau sur les motifs de recrutement pour l'octroi d'un CDI. Pour l'octroi d'un CDI, on reprend l'ancienneté sur un emploi de même catégorie à partir du moment où il n'y a pas d'interruption entre 2 contrats, quelle qu'en soit la raison, supérieure à 4 mois. Là, pour l'ancienneté, pour avoir le droit à un congé maladie rémunéré, ou pour déterminer la durée du congé pour accident du travail ou maladie professionnelle rémunéré, il faut vérifier l'ancienneté à partir du moment où je n'ai pas d'interruption supérieure à 4 mois si elle était volontaire de la part de l'agent, ou supérieure à 1 an si l'interruption est du fait de l'employeur. En plus de ça, il y a plein de congés qui doivent être pris en compte dans cette ancienneté, et notamment, la dernière modification en date, c'est les périodes de congé parental dans la limite de 5 ans. Mais j'y reviendrai plus en détail la prochaine fois. Quand je mets vérification de l'ancienneté, c'est ça. Est-ce que mon agent a l'ancienneté suffisante pour avoir le droit à un congé rémunéré? Donc, à partir du moment où il a, en l'occurrence, moins de 4 mois d'ancienneté, il n'a pas le droit à un congé rémunéré au titre de la maladie. Et donc, son ancienneté est insuffisante. Et donc, c'est à ce moment-là, j'ai légalement la possibilité de me poser la question de l'aptitude de l'agent. Si mon agent est inapte totalement et définitivement à ses fonctions, à occuper ses fonctions, eh bien, je vais pouvoir constater cette inaptitude à ce moment-là. Si par contre, il est inapte temporaire, mon agent va pouvoir bénéficier d'un congé sans traitement ou non rémunéré, mais de la part de l'employeur. Peut-être que par ailleurs, il remplit les conditions pour avoir des IG. Si par contre, mon agent a une ancienneté suffisante, il a au moins 4 mois, il a au moins 3 ans, il a droit à un congé de grave maladie, il n'y a pas d'ancienneté pour la TMP. Donc, s'il a l'ancienneté suffisante, il va pouvoir bénéficier d'un congé rémunéré pendant 1 mois plein, 1 mois et demi, 2 mois plein, 2 mois et demi, 3 mois plein, 3 mois et demi, 3 ans pour un congé de grave maladie, 1, 2, 3 mois pour un congé pour accident de travail, maladie professionnelle. Donc, il va avoir ces droits-là. Et à l'issue de ce congé rémunéré, la réglementation me prévoit que je peux me poser la question de son inaptitude temporaire ou de son inaptitude totale et définitive. Ses fonctions. Si il est apte, eh bien, il sera réemployé. Procédure de réemploi. Si jamais il est inapte temporairement, eh bien, on va le mettre en congé non rémunéré ou sans traitement pendant une durée de 1 an, prolongeable 6 mois. Donc, quand je peux me poser la question de l'inaptitude, eh bien, dès le départ, si mon agent n'a pas l'ancienneté suffisante, ou à l'issue des congés maladie rémunérés s'il a l'ancienneté suffisante, ou à l'issue des congés maladie non rémunérés par vous. Encore une fois, il est possible que mon agent ait le droit aux IJ ou à la pension d'invalidité du régime général. Donc, quand c'est à l'épuisement des droits à congés rémunérés ou non rémunérés. Alors quand, oui, mais comment est appréciée cette inaptitude? Eh bien, cette inaptitude est appréciée à chacun de ces moments-là par le médecin agréé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme pour le fonctionnaire, d'obligation de demander l'avis du conseil médical en formation plénière ou restreinte pour licencier un agent qui serait inapte. Celui qui va être compétent pour apprécier le caractère d'inaptitude définitif à occuper son emploi, ou temporaire, justement, ce qui va avoir comme impact les situations, c'est le médecin agréé. Et c'est uniquement le médecin agréé, bien entendu, dont l'avis peut
comme toujours, être contesté devant le conseil médical. Mais en tout état de cause, celui qui est compétent, c'est le médecin agréé. Et je peux très bien licencier un agent en me basant uniquement sur l'avis du médecin agréé. Donc, j'ai mon agent qui a épuisé ses droits à congé rémunéré ou ses droits à congé non rémunéré ou qui n'avait pas l'ancienneté suffisante pour avoir le droit à un congé rémunéré. Et j'ai un avis du médecin agréé que j'ai saisi, moi, à l'issue de ses droits ou un peu avant, parce que c'est bien anticipé, qui me dit que mon agent est inapte de manière définitive à occuper son emploi. Est-ce que, du coup, je vais pouvoir proposer le reclassement? Eh bien non, c'est pas à ce moment-là. Là où c'est très bizarre, c'est que on va licencier d'abord et tenter de le reclasser ensuite. C'est un peu incongru, hein, mais c'est comme ça. Alors, quand je parle de médecin agréé, bien entendu, c'est vraiment le médecin agréé au sens du décret 88-386, en application du décret 86-442, c'est-à-dire le médecin agréé de l'administration. Vous savez, les médecins qui sont agréés par le préfet. Le médecin, là, c'est pas, il n'y a pas de médecin agréé, il y a des médecins conseils. Et les médecins conseils de la CEPAM ne sont compétents que pour l'appréciation de l'ouverture du droit aux prestations en espèces et éventuellement en nature du régime général de la sécurité sociale. Donc, c'est pas, quand je parle de médecins agréés, c'est vraiment les médecins agréés de l'administration inscrite sur la liste préfectorale, donc les mêmes que pour les titulaires. C'est pas le médecin conseil. Vraiment, comme je l'expliquais au début, médecin conseil, conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces, IJ, pension d'invalidité, temps partiel pour motif thérapeutique du régime général, et médecin agréé sur l'aptitude des agents publics. Alors, au milieu de tout ça, vous allez vous me poser à juste titre la question, mais alors, quid des médecins du travail? Le médecin du travail dans la fonction publique n'est pas compétent pour apprécier l'aptitude d'un agent à exercer ses fonctions. Le médecin du travail dans la fonction publique, c'est quelque part un préventeur. Il est compétent pour apprécier les restrictions de l'agent que l'employeur doit mettre en place pour éviter l'usure professionnelle trop importante de l'agent. Il peut tout à fait donner un avis d'incapacité de l'agent à exercer sur ce poste-là parce que c'est trop dangereux pour son état de santé, parce qu'il a des restrictions qui font que s'il exerce ces fonctions-là, il a un risque maximum d'aggravation de son état de santé. Mais il n'est pas compétent dans la fonction publique pour apprécier l'aptitude d'un agent public titulaire ou contractuel. C'est la raison pour laquelle, s'il va intervenir dans la question de l'aménagement, avec l'identification des restrictions, celui qui va intervenir sur le constat d'une inaptitude de l'agent à occuper son emploi, en se basant peut-être sur les restrictions du médecin du travail, c'est le médecin agréé, mais en aucun cas uniquement le médecin du travail. Je vais le dire autrement, licencier pour inaptitude physique un agent contractuel en se basant uniquement sur l'avis du médecin du travail, ce n'est pas légal. Celui qui est compétent, c'est le médecin agréé. Alors, quand proposer le reclassement, comme je le disais, ce qui est un petit peu incongru, c'est que je licencie d'abord et je tente de reclasser après. Alors bien entendu, il y a une question d'opportunité. D'abord,
le texte prévoit que le reclassement ne concerne que les agents qui sont recrutés sur un besoin permanent. Donc, tout ce qui va être les besoins de remplacement, les besoins de vacances de poste, les besoins d'accroissement temporaire d'activité, les besoins d'accroissement saisonnier d'activité, ce ne sont pas des besoins permanents, ce sont des besoins temporaires. Du coup, eh bien, les agents, sur ces motifs-là, n'ont pas de possibilité de reclassement. Donc, de facto, mon agent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il soit en congé rémunéré ou non rémunéré, lorsqu'il arrive à la fin de son contrat, en fonction du motif et potentiellement après avoir demandé l'avis du médecin agréé, on pourra constater son inaptitude et refuser le renouvellement de son contrat en nous basant sur cette inaptitude. Donc, un agent qui est en congé rémunéré, j'arrive en fin de contrat, j'ai mon motif qui disparaît, je refuse le renouvellement. Mon motif est toujours là. Ce qui serait bien quand même, c'est demander l'avis d'un médecin agréé pour son aptitude à venir, pour pouvoir justifier le cas échéant devant le juge, de la raison pour laquelle j'ai refusé son renouvellement de contrat. Le fait qu'un agent soit en congé, maladie rémunérée, non rémunérée, accident du travail, maladie professionnelle, ne vient pas prolonger le contrat de facto, hein. Ça n'a aucun impact sur la durée du Donc, les agents qui sont sur un besoin permanent, donc c'est-à-dire nécessité de service, emploi à temps incomplet, c'est les deux cas de besoins permanents. Donc, les agents qui sont sur des besoins permanents et qui sont inaptes à occuper leur emploi, qui sont inaptes à leur poste. J'ai recueilli l'avis du médecin agréé. Alors, avis du médecin agréé, lorsqu'il nous dit que le cas échéant, l'agent est apte sous condition d'aménagement, ben, je vous renvoie à l'explication que j'ai donnée là, il y a quelques instants, sur l'aménagement. C'est-à-dire que le médecin agréé dit apte sous réserve d'un aménagement, ce qui signifie derrière que si l'aménagement n'est pas possible, eh ben, mon agent est inapte. Donc, le médecin agréé vous dit apte sur réserve d'un aménagement. Vous voyez avec le médecin du travail quelles sont ses restrictions et comment je peux aménager et quels sont les aménagements nécessaires. Vous appréciez si cet aménagement est possible compte tenu des nécessités de service dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Et si cet aménagement est objectivement, d'un point de vue pratique, impossible, eh bien, vous pouvez licencier l'agent pour inaptitude physique. Si vous voulez mettre ceinture bretelle, eh bien, vous pouvez très bien, entre guillemets, contester l'avis du médecin agréé devant le conseil médical, vous, en tant qu'employeur, comme c'est possible, armé de l'ensemble des arguments d'impossible aménagement que vous avez, en disant, voilà, moi, il me dit, médecin agréé apte sous réserve, sous condition d'aménagement, moi, l'aménagement est impossible, donc je conteste l'avis. Ou alors, ressaisir un médecin agréé en disant, voilà, vous avez mis ces aménagements, voilà l'avis du médecin du travail avec ses restrictions. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, je ne peux pas le faire. J'ai une obligation de moyens, et donc je vous demande de vous repositionner sur l'inaptitude de l'âge. Et c'est tout ça qui est contenu dans cette petite case et que j'ai expliqué tout au long, hein. Là, donc mon agent sur besoin permanent, qui est inapte à occuper son emploi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vous l'ai dit, je le vais d'abord le licencier. Donc, je fais ma procédure de licenciement traditionnelle. C'est-à-dire que c'est la même procédure de licenciement que un licenciement pour suppression d'emploi ou que un licenciement pour recrutement d'un fonctionnaire ou que pour modification du besoin. C'est exactement la même procédure. Je vais la détailler dans quelques instants. Une fois que j'ai fait cette procédure, je vais pouvoir du coup prendre ma décision de licenciement.
décision de licenciement qui, dans ce cas précis, doit être accompagnée d'une invitation à faire une demande de reclassement. Alors, dans une décision administrative, je ne cesse de le répéter, il y a toujours généralement 3 dates. J'ai la date à laquelle je la signe, la date à laquelle je la prends. Ça, c'est la première date. J'ai la date à laquelle elle est notifiée. Et j'ai la date à laquelle elle prend effet. En l'occurrence, la décision de licenciement que je vais notifier à l'agent prendra effet à l'issue du préavis. Le préavis qui dépend de l'ancienneté de l'agent et des congés annuels restant à courir. Donc, j'ai ce préavis qui part, on y reviendra, de la date de la première présentation du recommandé, et non pas la date à laquelle l'agent le réceptionne ou va le chercher. Donc, c'est la date de première présentation dans le décret, c'est très clair. C'est la date de première présentation qui va faire démarrer le préavis. Donc, dans cette décision de licenciement, donc mon agent, il est licencié. Hein. La décision existe. Simplement, l'effet de la décision est reporté, parce que c'est comme ça que le droit le prévoit, au terme du préavis. Donc, l'effet du licenciement, c'est au terme du préavis. Si j'ai un préavis d'1 mois, je notifie. À compter de la présentation du courrier, mais 1 mois démarre, et au bout d'1 mois, mon licenciement prend effet. Eh bien, la tentative de reclassement se fait pendant ce préavis. Alors, elle se fait comment? D'abord, on l'a dit, l'agent, c'est lui qui doit faire une demande de reclassement. Donc, il y a 2 possibilités. Soit il fait une demande, soit il n'en fait pas. Donc, dans mon courrier, hein, j'ai dit, voilà, vous trouverez 6 juin la décision portant licenciement à la suite de la procédure. Je vous rappelle, parce qu'en fait, on lui a déjà dit, mais je vais vous dire à quel moment, que vous avez la possibilité de faire une demande de reclassement dans un autre emploi de l'établissement. Est-ce que l'agent a un délai? Oui. Ce délai est un délai qui est égal à la moitié du préavis. Vous avez un délai qui est égal à la moitié du préavis, soit, bien, si j'ai un préavis de 2 mois, soit 1 mois à compter de la date de première présentation du courrier contenant la présente missive. Donc, j'ai la moitié du préavis pour faire ma demande de reclassement. Et si je ne fais pas ma demande de reclassement dans ce délai-là, je suis réputé ne pas avoir demandé mon reclassement. Et du coup, mon licenciement prendra effet au terme du préavis. Si l'agent fait une demande de reclassement, eh bien, l'employeur, il aura jusqu'au terme du préavis pour essayer de reclasser l'agent. Alors, l'agent fait une demande de reclassement, l'employeur cherche un poste, on va revenir un peu plus en détail sur comment et quel poste il doit rechercher. Il trouve un poste, il propose ce poste à l'agent, s'il le refuse, le licenciement prendra effet au terme du préavis. De la même manière, si l'employeur constate qu'il n'y a pas de poste de reclassement, le licenciement prendra effet au terme du préavis, quoique il y a la possibilité pour l'agent de demander un rabais. On va y revenir. Et enfin, si l'agent accepte le reclassement, ce reclassement prendra la forme d'une modification substantielle du contrat. D'ailleurs, d'un point de vue juridique, quelque part, un nouveau contrat, puisque je vais avoir des motifs de recrutement, éventuellement un emploi qui est différent de celui que l'agent contractuel exerçait. Donc voilà, de manière assez schématique, comment ça se passe. On va rentrer dans le détail. Donc, mon agent recruté sur un besoin permanent,
en CDI ou en CDD. Alors, sachant que pour le CDD, on va limiter le contrat de reclassement à la durée du CDD restant. C'est-à-dire que si mon agent il a un CDD de 3 ans et qu'il est inapte au bout d'un an, le reclassement que je vais lui proposer, c'est que pour une durée des 2 ans restants à courir. Alors, par conséquent, peut-être que je vais prioriser les agents en CDI, même si normalement, je n'ai pas le droit. Hein. J'ai pas le droit parce que ça ferait une rupture d'égalité au regard du motif de recrutement. Donc, j'ai mon agent recruté sur un besoin permanent qui est inapte de manière définitive à occuper ses fonctions après avis du médecin agréé. Et donc, j'ai cet avis-là. Et je vais lancer la procédure de licenciement. Comme je vous l'ai dit, je licencie d'abord et je tente de reclasser pendant la période de préavis. Donc, convocation à un entretien préalable. Donc là, ce sont les règles traditionnelles hein, de licenciement avec l'objet, licenciement pour inaptitude physique, la date de l'entretien préalable avec au moins 5 jours de délai entre la date de la présentation de la lettre et la date de l'entretien ou remise en main propre. Et puis, information de l'agent qui peut se faire accompagner de là ou de la personne de son choix. Il n'y a pas besoin, dans ce cas-là, pour licenciement pour une aptitude physique, du rappel à droit à consultation du dossier parce qu'on n'est pas sur une décision prise en considération de la personne, au sens du comportement de l'agent. On est sur de l'inaptitude physique. Je fais la convocation à cet entretien et ensuite, eh ben, fatalement, j'ai mon entretien. Durant cet entretien, l'employeur doit rappeler à l'agent les motifs. Donc ici, c'est inaptitude à son poste. Et donc, je vous l'ai dit que ce sera un rappel dans le courrier parce que dans l'entretien, je dois dire à l'agent qu'il va être licencié, qu'il va recevoir une décision, mais qu'il aura la possibilité de demander un reclassement dans un délai équivalent à la moitié du délai du préavis. Et je dois indiquer aussi à l'agent les conditions dans lesquelles les offres lui seront présentées, par courriel, par courrier. Hein, j'ai une certaine liberté pour mettre en place tout ça. Une fois que j'ai fait cet entretien, il va falloir que je saisisse la commission consultative paritaire. Alors, dans certains cas, la commission consultative paritaire doit être saisie avant l'entretien, notamment pour les agents qui ont un mandat syndical ou qui ont eu une décharge d'activité de moins 20%. Mais comme on a sûrement déjà eu l'occasion d'en parler, tout licenciement en dehors d'un licenciement pendant la période d'essai doit être précédé de l'avis de la commission consultative paritaire. Donc là, j'ai besoin de l'avis de la commission consultative paritaire. Et enfin, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir rédiger et prendre ma décision de licenciement. Décision de licenciement qui prendra effet après un fait à préavis qui dépend de l'ancienneté de l'agent en fonction de sa durée d'emploi depuis le premier jour dans l'établissement à partir du moment où il n'y a pas d'interruption supérieure à 4 mois entre deux périodes de contrat. Donc 8 jours, 1 mois, 2 mois. J'envoie ce courrier. À compter de la date de la première présentation du courrier comportant la décision de licenciement et l'invitation à faire une demande de reclassement, l'agent aura un délai égal à la moitié du délai de préavis pour faire sa demande. Alors, c'est vrai que s'il n'y a que 8 jours parce que l'agent a moins de 6 mois de service, ça fait 4 jours. Et j'aurai 4 jours pour le reclasser. Donc, de facto, les agents qui ont peu d'ancienneté, ça va être difficile. Lorsque je suis à un agent qui a au moins 2 ans de service, 2 mois de préavis, bon, là, on peut commencer à réfléchir à quelque chose de
constructif. Alors, la commission consultative paritaire, hein, j'ai une question là-dessus. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que l'avis de la commission consultative paritaire. Bah, je dois demander à mon établissement support du département, coucou, j'ai un dossier de licenciement, j'ai besoin de l'avis de la commission consultative paritaire. Est-ce que vous pourriez réunir cette commission de manière à ce qu'elle se prononce et qu'elle vote, donc l'avis c'est vote, hein, sur le licenciement pour inaptitude physique. Donc on a 3 acteurs extérieurs, hein, enfin 2 acteurs pardon, extérieurs, c'est le médecin agréé et la commission consultative paritaire. La commission consultative paritaire, c'est peut-être ça le sens de votre question, c'est l'organe de représentation des agents contractuels de droit public qui doit être installé à l'issue des élections de du 8 décembre 2022, qui existait déjà depuis plusieurs années. Hein, donc, le médecin agréé, autre acteur, c'est vous qui le saisissez. C'est en aucun cas la CEPAM. La CEPAM, elle ne sait même pas ce que c'est un médecin agréé. Il faut bien, là, j'ai vraiment le sentiment que vous confondez les médecins conseils de la CEPAM qui sont compétents pour se poser la question des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale avec le médecin agréé, qui est un médecin inscrit sur la liste préfectorale des médecins agréés, qui sont les mêmes que ceux qui composent notamment le conseil médical en formation plénière ou restreint partie médecin, et qui, eux, sont compétents pour apprécier l'aptitude physique ou le lien médical et autres en tant qu'agent public. La CEPAM ne peut pas saisir un médecin agréé. Pas du tout. La CEPAM saisit un médecin conseil pour savoir si l'agent a le droit aux IJ. Et que vous n'ayez pas de retour, à la limite, c'est quelque chose de pas anormal du tout, parce que ça vous regarde à moitié. Ce sont les prestations de la sécurité sociale. Si vous demandez à la CEPAM est-ce que vous avez saisi le médecin agréé, une CEPAM saine d'esprit vous répondra de quoi tu me parles. Je ne sais pas ce que c'est, moi, un médecin agréé. J'ai un médecin conseil qui se prononce sur les IJ ou sur la pension d'invalidité. Il ne faut pas confondre les deux. C'est vrai que comme les contractuels de droit public sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, on a l'impression que c'est le régime général qui est compétent pour apprécier l'aptitude. Pas du tout. Mais dans le privé, c'est pareil. Hein. Un salarié de droit privé qui a une pension d'invalidité de deuxième catégorie ne peut pas être licencié sans avis du médecin du travail, dans le privé, puisque j'ai un avis de décision. Donc, on est dans une situation différente. Alors, est-ce que je peux initier cette procédure de licenciement pour inaptitude avant que mon agent ait épuisé les droits à congé maladie non rémunérés ou le droit à congé maladie rémunéré? Je l'ai mis sur ma diapo tout à l'heure. C'est que, en rouge, où était le médecin agréé, c'est que normalement, je me pose la question de l'inaptitude via un médecin agréé à chaque fois que j'arrive au terme d'un congé rémunéré ou d'un congé non rémunéré. C'est-à-dire que j'ai mon agent qui a le droit, du fait de son ancienneté, à 6 mois de congé rémunéré. Il vous envoie des certificats médicaux. Pendant 6 mois, vous le mettez en congé rémunéré, 3 mois à plein, 3 mois et demi. Lorsque j'arrive à l'épuisement, ou que je vais arriver à l'épuisement des droits à congé rémunérés, là, je peux me poser la question du licenciement avant reclassement. Si mon agent, le médecin agréé, me dit cet agent-là, il est inapte, temporaire aux emplois, à son poste, dans ce cas-là, je vais le mettre en congé non rémunéré pour une période maximum d'1 an, renouvelable maximum 6 mois. Au bout de 6 mois, je n'ai pas le choix, je ferai la procédure de licenciement. Donc, je ne peux pas me poser de questions
alors que mon agent est dans le déroulement d'un congé rémunéré ou dans le déroulement d'une période de congé non rémunéré. Par contre, là, dans l'exemple que vous me dites, un agent, ça fait 6 mois, c'est la maximum, hein, 6 mois de congé rémunéré. Donc là, ça passerait. Et donc, je demanderai l'avis d'un médecin agréé. Avis d'un médecin agréé au titre duquel que je peux demander sans avoir de délai. C'est à vous de faire le suivi, de fixer, de suivre et de voir qu'un agent, ça commence à faire longtemps qu'il n'est pas là et de demander l'avis d'un médecin agréé. Après, dans les faits, le souci, c'est que assez rapidement, mon agent, il tombe en congé maladie non rémunéré. Donc, étant en congé maladie non rémunéré, il ne me coûte rien. Donc, est-ce que je vais aller m'embêter à licencier pour une aptitude physique et tenter de reclasser un agent qui ne me coûte rien parce qu'il n'a que les IJ de la CEPAM? If it works, don't fix it. C'est vrai que c'est une question d'opportunité. Maintenant, en droit, normalement, je devrais à chaque période me poser la question de l'inaptitude et si mon agent est inapte de manière définitive à son poste, le licencier dans ces conditions-là. Je fais toute cette procédure, j'arrive à ma décision de licenciement, je la notifie. Premier jour de présentation, mon préavis qui est ici commence à courir. Donc, la décision de licenciement, elle notifie avec le motif, elle indique à laquelle elle va intervenir en ce qui concerne en tenant compte du préavis. C'est difficile si ce n'est pas remis en main propre parce que ça la date de première présentation. Donc, je ne peux pas, comme ça, a priori, fixer une date parce que je ne sais pas à quelle date ma lettre va être présentée. Voilà. Donc, je vais dire, bon, elle prendra effet tant de temps à compter de la date de première présentation. Et donc, elle doit inviter l'agent à faire une demande de reclassement dans un délai correspondant à la moitié du délai de préavis susmentionné, et ainsi que les conditions dans lesquelles les œuvres vont être adressées à l'agent. À partir de là, j'ai donc pour l'agent une période de 4 jours, 1 mois, 2 mois, c'est-à-dire la moitié du délai de préavis qui s'ouvre. J'ai plusieurs possibilités. Soit mon agent, il refuse explicitement le reclassement. Soit il ne fait pas de demande dans les délais. Dans ce cas-là, le licenciement prendra effet au terme du préavis. Alors, est-ce que je dois rallonger le préavis des congés? Moi, j'ai un problème par rapport à ça. C'est qu'il y a de grandes chances que mon agent soit dans une situation de congé non rémunéré. Autant un licenciement pour insuffisance professionnelle, un licenciement pour recrutement d'un fonctionnaire, un licenciement pour fin de motif de recrutement, rallonger le préavis des congés annuels restants à courir, je l'entends, parce que mon agent il va continuer à bosser, et derrière, on lui laissera le temps de prendre ses congés annuels. Le problème du licenciement pour inaptitude physique, c'est qu'il y a de grandes chances que mon agent soit dans une situation de congé non rémunéré. Comment je fais pour lui faire bénéficier de ses congés annuels alors qu'il est en congé non rémunéré? Je ne vois pas. Hein. Du coup, il me semblerait bien plus pertinent, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. Parce que dans les faits, ça paraît impossible de pouvoir lui faire jouir ses congés. Parce que si je rallonge le préavis et que je ne lui donne pas ses congés, c'est comme ne pas lui donner ses congés. Donc, dans ce cas précis-là, il me semblerait plus pertinent de ne pas de lui verser une indemnité compensatrice de congés payés. Deuxième possibilité, mon agent fait une demande de reclassement. Mon agent fait une demande de reclassement dans la moitié du délai du préavis. Et dans ce cas-là, l'employeur va rechercher un emploi. Alors, quels sont les emplois qu'il doit rechercher? D'abord, le texte me dit bien que ce sont des emplois qui ne peuvent être occupés que par des contractuels. C'est-à-dire que il est hors de question de virer un titulaire ou de ne pas recruter un titulaire
pour donner au contractuel le poste dans le cadre d'un reclassement. On est sur toujours l'idée d'emploi civil permanent égale fonctionnaire. Deuxièmement, ça sera un emploi de même catégorie hiérarchique ou d'une catégorie inférieure si l'agent est d'accord. Et surtout, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que le reclassement, le poste proposé doit être un poste compatible avec les capacités physiques, bien sûr, de l'agent et ses compétences professionnelles. Ça veut dire que si j'ai un agent soignant qui n'a pas d'autres compétences que ceux de soignant, eh ben, j'aurai difficilement des postes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment par rapport aux fonctionnaires, où cette notion-là n'est pas aussi clairement identifiée. Là, vraiment, c'est dans le texte par rapport à ses compétences. C'est logique, hein, parce que je recrute un agent contractuel de droit public par exception, au principe égal emploi civil permanent égal fonctionnaire, par exception, et aussi derrière, en fonction de ses compétences. Donc, on a quand même une très grande importance de la notion de compétence. Et enfin, en termes de périmètre, c'est bien entendu un emploi dans l'établissement. C'est-à-dire que contrairement aux fonctionnaires, où le reclassement peut se faire par détachement chez d'autres employeurs publics, le contractuel, c'est que chez vous, dans votre établissement. Ce qui veut dire que contrairement aux fonctionnaires, vous n'avez pas besoin de faire semblant de leur dire que vous avez un agent inapte. Hein, c'est un reclassement dans l'établissement. Et ça, ce sont les éléments que je vais pouvoir utiliser pour justifier, le cas échéant, mon impossible aménagement de poste. Alors, plusieurs possibilités. Je recherche un poste, j'en trouve un. Au miracle. Dans ce cas-là, j'offre le poste à l'agent. Donc, je lui écris en disant, voilà, dans le cadre de votre demande de reclassement, on n'a pas fini le préavis, j'ai un poste de la même catégorie hiérarchique, catégorie inférieure, parce que vous êtes d'accord, pour telle activité. Dans votre CV, il ressort que vous savez faire ça. C'est telle rémunération, telle activité. Voilà, je vous propose une modification de votre contrat de manière à permettre une continuité de votre activité professionnelle dans notre bel établissement. Donc, je fais cette offre-là, soit l'agent l'accepte et donc je modifie le contrat, soit l'agent refuse le poste et dans ce cas-là, eh bien, on pourra, au terme du préavis, le licencier. Et normalement, la commission consultative paritaire, donc l'organe de représentation des agents contractuels, doit être informée du licenciement à la suite du refus de l'agent de la proposition de reclassement. Alors, deuxième possibilité, l'employeur constate au terme du préavis le reclassement impossible. Donc, mon agent, il a un préavis de 2 mois. Très rapidement, il a dit à l'employeur, coucou, je souhaiterais être reclassé. L'employeur recherche des postes et on arrive fin de 2 mois de préavis. Il n'a pas trouvé de poste. Donc, dans ce cas-là, il y a possibilité, si l'agent est d'accord, de lui donner un RAB de 3 mois, dans lequel mon agent sera placé en congé sans traitement, mais il est déjà très certainement en congé sans traitement, donc on va prolonger son congé sans traitement. Et il va falloir prendre une décision qui suspendra la date d'effet du licenciement. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause la décision qu'on a prise déjà il y a 2 mois, même peut-être il y a plus de 2 mois, puisque c'est 2 mois plus le temps que le courrier avec ses petites pattes arrive jusqu'à la première présentation. Donc, il va falloir dire, voilà, je suspends la date d'effet jusqu'au terme de cette période de prolongation qu'on n'est pas obligé de définir en amont. Et je devrais produire aussi une attestation de suspension du contrat, parce que pendant cette période de suspension, il pourra avoir de vous-même ou de
auprès de comment dire, auprès de Pôle emploi si vous avez une convention de gestion. Ça permettra à l'agent de bénéficier des allocations de retour à l'emploi. Donc, tu as 3 mois de RAB au-delà du préavis, 3 mois de RAB avec la possibilité pour l'agent de, à tout moment, de dire non, non, bon, laisse tomber, je veux être licencié. Et en tout état de cause, à l'issue de ces 3 mois de RAB, eh bien, il y aura une impossibilité s'il y a toujours une impossibilité de reclassement, eh bien, mon agent sera licencié. Alors, la charge de la preuve sur l'impossibilité de reclassement pèse sur l'employeur. C'est-à-dire qu'il va devoir démontrer en cas de contentieux que tout a été est mis en œuvre pour essayer de reclasser l'agent avant la date d'effet du licenciement et démontrer, preuve à l'appui, que le reclassement est impossible, soit parce qu'il n'y a pas de poste occupable par un contractuel correspondant à la catégorie si l'agent ne veut pas une autre catégorie, soit parce que l'agent n'a pas les compétences qui vont bien pour ces nouvelles fonctions. La recherche de poste doit se faire uniquement dans l'établissement. Je n'ai pas à rechercher dans d'autres établissements. C'est clairement indiqué, précisé, prévu dans le texte. Alors, dans le cadre d'un reclassement avec une modification du contrat, contrairement aux fonctionnaires, il n'y a pas de garantie de maintien de la rémunération indiciaire. D'abord, je voudrais le répéter encore une fois, les agents contractuels de droit public n'ont pas de grade. Les agents contractuels de droit public n'ont pas de grade. Les agents contractuels de droit public peuvent avoir une rémunération qui fait référence à un grade et un échelon, pourquoi pas, mais ils n'ont pas de grade. Donc, il n'y a pas de reclassement dans un grade inférieur. Il y a un reclassement qui prend la forme d'une modification de contrat dans lequel on va changer éventuellement le motif, mais surtout, on va changer le poste au titre duquel mon agent est reclassé. J'ai un aide-soignant recruté en tant qu'aide-soignant au pôle PFME qui devient inapte à occuper ses fonctions d'aide-soignant au pôle PFME et non pas d'aide-soignant tout court. Je le licencie pour inaptitude physique. Je l'invite à faire une demande de reclassement. Il me fait une demande de reclassement dans les délais. Cet agent-là, j'ai des postes qui sont des postes d'hôtelier vacants dans l'établissement sur des besoins permanents et qui sont compatibles avec son état de santé et son expérience professionnelle. Je lui propose de modifier son contrat en disant qu'il sera un agent d'hôtellerie. Et il aura peut-être une rémunération différente en fonction du poste, des suggestions et de l'expérience professionnelle de l'agent. Ou alors, je dis, voilà, j'ai un poste à l'accueil, besoin permanent. J'arrive pas à trouver de camp de fonctionnaire. La nécessité de service me commande de prendre un contractuel. Il se trouve que dans ton CV, je vois que tu as de la bureautique, que tu as une petite expérience avant d'être soignant là-dessus. Voilà, je te propose une modification de contrat sur un emploi relevant de la catégorie C et avec une rémunération correspondante à l'activité de l'agent. Il n'y a pas de droit à maintien de rémunération. Ce n'est pas du tout comme les fonctionnaires. Alors, si jamais donc j'arrive au bout, eh bien, mon agent sera licencié. Quelles sont les conséquences du licenciement? Alors, déjà, il y a un risque que le licenciement soit considéré comme illégal. Vous avez vu que cette procédure, elle est quand même assez complexe. Je vous ai dit, 3 diapos pour vous la synthétiser. Et tout au long de ce processus, eh bien, il y a des risques
d'annulation, enfin les risques de vice de procédure qui peuvent entraîner l'annulation de la décision. D'ailleurs, hein, le juge administratif a qualifié cette procédure d'opération complexe. Alors complexe, non pas parce qu'elle est compliquée. En fait, ça veut, en droit, une opération complexe, c'est de dire que tout est lié et que la décision de licenciement qui peut être contestée dans normalement un délai de 2 mois suivant sa notification, c'est les voies et délais de recours contentieux. En fait, ces voies et délais de recours contentieux, ils ne commencent finalement à courir, je simplifie à gros traits, hein, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais ils commencent finalement à courir à partir du moment où j'ai l'effectivité du licenciement et non pas à partir du moment de la décision. Donc, à chaque étape de la procédure, je peux éventuellement contester. Je peux contester la décision d'un possible reclassement, ce qui entraîne la contestation de la décision de licenciement qui peut être à plus de 2 mois. Voilà. C'est en ça que c'est une opération complexe, c'est-à-dire que tout est lié et qu'un vice dans cette procédure entraîne l'annulation potentielle de l'ensemble de cette procédure. Donc, il faut être très, très vigilant sur la procédure. C'est-à-dire que licencier un agent contractuel de droit public sans avoir l'avis du médecin agréé, licencier un agent contractuel de droit public sans avoir l'avis de la commission consultative paritaire, c'est un tantinet téméraire. Après, derrière, il y a le contrôle d'opportunité avec un contrôle sur la réalité de l'impossible de reclassement. Dans ces cas-là, l'agent peut, en fonction du motif, alors soit l'annulation de la décision de licenciement d'un CDI entraîne la réintégration de l'agent avec reconstitution de carrière et compagnie. En plus de ça, l'agent il peut bénéficier d'une indemnité de licenciement illégal en réparation de préjudices financiers et autres, qui se fait soit mécaniquement à la suite d'une annulation et dans le cadre de l'exécution de la réintégration et de la reconstitution de carrière, donc c'est l'indemnité d'éviction illégale, soit ça peut être aussi un contentieux à part. Je peux avoir un agent licencié pour inaptitude physique qui ne conteste pas la décision de licenciement, mais qui veut simplement des dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision, ce qui est aussi possible. Alors, les obligations de l'employeur ne vont pas jusqu'à l'accompagnement dans la démarche de reconversion de professionnels. Hein. En fait, contrairement aux fonctionnaires avec la PPR et compagnie, où on accompagne pour les contractuels, il n'y a pas tout ça. Le contractuel, on va regarder ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Donc légalement, il n'y a aucune obligation de le faire. Et après, c'est à vous d'apprécier si mon agent, il a les appétences qui vont bien et autres. Donc, si j'ai un agent où on estime que il a une partie des compétences, mais qui a besoin de formation, pourquoi pas? Après, c'est à vos risques et périls. Hein. Mais on n'a pas l'accompagnement et les droits qui sont ceux du fonctionnaire titulaire dans ce cadre-là. Alors, quels sont les effets du licenciement? Premièrement, le versement d'une indemnité de licenciement. Donc, cette indemnité, elle est versée aux agents, soit qui sont en CDD et qui sont licenciés avant le terme du CDD, soit qui sont en CDI. Et elle est versée notamment dans la plupart des cas de licenciement, j'ai mis des exceptions, et notamment en cas de licenciement pour inaptitude physique. Alors, le calcul est le suivant, hein, c'est que on va avoir une rémunération de base. Alors, ce n'est pas BZEF, hein, l'indemnité de licenciement des agents contractuels de droit public. Je ne vais pas rentrer, je n'ai pas trop le temps de bien développer cette thématique-là, mais grosso modo, je prends la dernière rémunération de l'agent, la rémunération de base. Donc, on ne prend pas le SFT, l'IR, les indemnités, on se prend la rémunération de base, desquelles on enlève les cotisations de la sécurité sociale. Donc, vous n'avez pas de prévoyance, peut-être, mais en tout cas, il y a de grandes chances que vous n'en ayez pas encore aujourd'hui. C'est notre to-do list à venir.
Je vais licencier l'agent contractuel, lui verser cette indemnité de licenciement par rapport à son dernier traitement net. Donc avant le congé, avec une reconstitution pour l'agent à temps partiel, mais pas pour l'agent à temps non complet. Et ensuite, donc j'ai cette base-là. Et ensuite, je vais avoir un calcul qui dépend de l'ancienneté de l'agent, ancienneté qui est prise en compte à la date à laquelle le contrat a été conclu, jusqu'à la date de licenciement, avec les différents congés qui sont pris en compte. Et j'ai en plus de ça, je vais prendre les périodes de contrat dans l'établissement, y compris celles qui précèdent une interruption de contrat maximum de 2 mois entre 2 contrats dans l'établissement. C'est encore différent, c'est pas pareil en fonction du motif, mais bon. Et la formule de calcul, donc ça va être I, l'indemnité de licenciement, R, la rémunération de base qu'on a vue, A, l'ancienneté jusqu'à 12 ans, A, dièse, A prime, la 13e année, avec toute période de service au moins égale à 6 mois qui compte pour une année, et limité pour les CDD au nombre de mois restant à courir, et sur la formule suivante. Donc c'est I, indemnité de licenciement, est égale à l'ancienneté fois la rémunération de base, qui est la rémunération nette des cotisations, divisé par 2, plus l'ancienneté, enfin ancienneté jusqu'à 12 ans, plus l'ancienneté à compter de 13 ans, fois la rémunération de base, divisé par 3. Le tout dans la limite pour un CDI de 12 fois R, dans la limite d'1 an de rémunération nette. Et donc l'ancienneté, elle se compte à partir du premier recrutement dans l'établissement, à partir du moment où je n'ai pas d'interruption entre 2 contrats supérieurs à 2 mois. Donc si vous avez un agent qui a été recruté sur des motifs de remplacement de manière régulière avec des interruptions entre les contrats inférieurs à 2 mois, et qu'après vous le prenez sur un autre motif plus permanent, et qu'il reste 3 ans, qu'il a un CDI et qui finalement il est licencié au bout de 3 ans pour inaptitude physique ou pas, d'ailleurs ces règles-là sont les mêmes pour tout le monde, je vais reprendre l'ancienneté des 3 ans, mais aussi l'ancienneté en tant que remplaçant. Donc toute l'ancienneté dans l'établissement à partir du moment où il n'y a pas d'interruption supérieure à 2 mois, avec certaines périodes de congé, mais les périodes de congé, j'y reviendrai plus en détail dans la prochaine fois sur les périodes qui sont prises en compte pour le calcul. Alors, c'est quoi la différence, pour revenir en amont entre temps partiel ici et temps incomplet? C'est vrai qu'il y a un gros sujet, je suis sûr que on pourrait en passer des heures. Il y a quelques jours, je faisais une intervention sur les agents contractuels à temps non complet, et en fait, les employeurs n'ont pas vraiment compris. Enfin, du moins, je pense qu'ils avaient compris, mais ils avaient compris, mais ils appliquaient ça bizarrement. Je ne recrute pas un agent contractuel à temps partiel, c'est impossible. Je recrute un agent à temps complet ou à temps non complet. Le temps partiel, c'est une modalité d'exercice des fonctions sur un temps complet ou un temps non complet, ou incomplet. Bon, on a les deux vocabulaires en fonction du versant. Alors que le temps incomplet ou non complet, c'est lorsque j'ai un besoin inférieur à 35 heures par semaine. Donc, j'ai besoin d'un kiné dans mon EHPAD pour venir faire des exercices et compagnie, mais j'ai besoin de lui que 10 heures par semaine. Eh bien, je vais le recruter à temps incomplet. Par contre, j'ai besoin d'un ASH toute une semaine, enfin 35 heures par semaine, je le recrute à temps complet, et après 1 an, cet agent-là peut demander à exercer ses fonctions à temps partiel. Voilà la différence entre les deux. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez pour les titulaires la possibilité de recruter sur certains accords à temps incomplet.
Donc, premier droit pour l'agent licencié pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement. Deuxième droit, l'ICCP. Et là, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Théoriquement, je devrais introduire les congés annuels restants à courir dans le préavis. Sauf que, comme mon agent, il est très certainement en congé non rémunéré, ça pose un problème pratique. Du coup, je peux difficilement lui permettre de jouir des congés annuels qu'il a acquis. Donc, ce qui peut être pertinent, eh bien, c'est au lieu de ça, de lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés. D'autant qu'on peut éventuellement articuler ça avec la jurisprudence sur le report des congés annuels acquis qui n'ont pas pu être pris, en n'oubliant pas que les agents contractuels de droit public n'acquièrent des congés annuels qu'en congés maladie rémunérés et pas en congés maladie non rémunérés, sauf pour le congé maladie non rémunéré pour accident du travail ou maladie professionnelle. Donc l'articulation de tout ça fait que l'ICCP est quand même quelque chose qui est plus adapté. Donc indemnité de licenciement, indemnité de compensatrice de congés payés et aussi chômage. Chômage, alors pour bénéficier du chômage, il faut d'abord que mon agent soit en perte involontaire. En l'occurrence, licencié pour inaptitude physique, quand bien même il aurait refusé un reclassement, est bien en perte involontaire. Deuxièmement, il faut, et ça c'est souvent la question, qu'il ait une condition d'aptitude physique. Sauf que ça, ce n'est pas votre business. C'est celui de Pôle emploi. La personne qui est compétente pour juger de l'aptitude, c'est le préfet. Et même si, dans le Code du travail, j'ai une disposition qui me dit que les personnes qui ont une pension d'invalidité du régime général ne peuvent pas être inscrits sur les demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité, et en fait, ils le peuvent quand même. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, comment dire, les conditions de versement de la pension d'invalidité n'empêchent pas de rechercher un emploi quand même. Donc, c'est pas parce que j'ai une pension d'invalidité, en tout état de cause, que je ne peux pas être inscrit comme sur la liste des demandeurs d'emploi. En tout état de cause, c'est certainement pas à l'employeur, hein, c'est le préfet qui est uniquement compétent pour apprécier un arrêt de principe de 16 juin 2021 concernant les fonctionnaires, mais c'est la même logique. Il n'y a que le préfet qui est compétent pour apprécier l'aptitude de l'assuré à pouvoir rechercher un emploi. Et la seule chose qui si vous êtes en auto-assurance, vous intéresse, c'est est-ce que mon agent est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Et à partir du moment où mon agent est inscrit sur la liste, on considère qu'il est apte à rechercher un emploi. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite intervention. Donc, on va clore la partie présentation.